Religion du monde, Geneviève Delrue. Bonjour à tous. L'univers est-il le fruit du hasard ou son organisation est-elle la preuve, sinon de Dieu, du moins, d'une force créatrice? Le hasard est une question qui a beaucoup divisé au XXe siècle la communauté scientifique. Il faut dire que l'enjeu est pour le moins de taille. Et pour faire le point sur les découvertes du siècle passé et les recherches en cours, avec nous dans ce studio, Igor et Grishka Bogdanov pour leur dernier livre, La fin du hasard, publié chez Grasset. Igor et Grishka, bonjour. 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 Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes deux frères jumeaux, tous deux scientifiques. Igor, c'est la physique, Grishka, les mathématiques. Deux disciplines qui vous ont conduit naturellement à l'étude du cosmos. Vous êtes des passeurs, des vulgarisateurs de données scientifiques complexes et à ce titre, vous écrivez et produisez des émissions de télévision. La fin du hasard vient après le visage de Dieu et la pensée de Dieu. Alors cette fin du hasard, déjà, moi, ce que j'en retiens, c'est que vous la présentez comme une grande saga, avec les pour d'un côté et les contre de l'autre. Tout à fait. Mais oui, parce que en fait, il s'agit véritablement d'un affrontement qui va durer très très longtemps entre la communauté de ceux qui disent tout est hasard, et puis à l'autre bout, ceux qui disent mais pas du tout, le monde est organisé, le monde obéit à des lois. Et donc nous avons voulu mettre en scène d'abord, à travers des rencontres, des colloques, des événements qui ont marqué l'histoire de la science, en particulier celui de 1927. Là, à Solvay, donc en Belgique, vont se retrouver les meilleurs physiciens, théoriciens, mathématiciens de l'époque. 19 prix Nobel sont présents à Solvay. Et Solvay, c'est le théâtre d'une rencontre absolument dramatique, si je puis dire, parce que elle a laissé des traces dans la vie de ces hommes-là, entre deux géants de la physique. L'un, c'est le chef de file de la physique de l'infiniment grand, c'est Einstein, c'est une statue. Il a donc été couronné du prix Nobel en 1921. C'est quelqu'un, évidemment, qui est mondialement connu. Et puis l'autre, en face de lui, c'est Niels Bohr. Niels Bohr, c'est le défenseur de la physique de l'infiniment petit, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et l'un et l'autre défendent deux positions opposées, totalement opposées, diamétralement opposées et pratiquement irréconciliables, puisque le congrès de 1927 ne permettra pas à ces deux hommes de se rencontrer dans une position commune et une opinion qui aurait pu les rapprocher. Pas du tout. Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé ». C'est la fameuse phrase qui est aujourd'hui mondialement connue. Et c'est pourquoi Pour lui, votre couverture, bien sûr, avec deux dés. Avec des dés, et qui portent toutes la même face d'ailleurs. Donc nous décrivons cet affrontement de 1927 entre Einstein, qui est convaincu que le hasard n'existe pas, et puis d'autre part, Niels Bohr, qui lui, au contraire, est le défenseur acharné de l'idée selon laquelle, dans le monde des particules élémentaires, dans le monde de l'infiniment petit, le hasard règne en maître, et qu'on ne peut ni prévoir, ni organiser quoi que ce soit sur la base du comportement de ces fameuses particules élémentaires qui échappent à toute prédiction. Donc, à partir de là, évidemment, ces deux positions sont irréconciliables. Elles vont ouvrir une faille qui va durer très très longtemps dans l'histoire. Mais récemment, se sont produites, je dirais, deux choses, deux événements marquants et qui remettent en cause notre vision du hasard. D'une part, un examen plus attentif des lois mathématiques sur lesquelles repose le monde, et en particulier le hasard qui fait partie du monde, parce que on vit dedans et on voit bien que le hasard intervient, qu'il apparaît. On a essayé de l'analyser d'un point de vue théorique. Mais d'autre part, on dispose aujourd'hui de moyens d'investigation du monde dans lequel vit le hasard qui n'étaient pas encore présents au temps d'Einstein. Ces moyens, ce sont les ordinateurs. Ils nous permettent de calculer de façon extraordinairement profonde, de rentrer dans les couches profondes des mathématiques. Vous savez, il existe aujourd'hui donc en Chine un ordinateur qui est capable d'effectuer 33 millions de milliards d'opérations à la seconde. C'est le record mondial pour l'instant, mais il sera battu. Oui. On a un peu le vertige. Mais grâce à ça, eh bien, on peut s'enfoncer dans les couches profonde du langage mathématique qui est utilisé par le hasard. Et donc on le comprend de mieux en mieux, on comprend son langage, et à partir de là, on se dit, non, le hasard n'est pas ce qu'on a cru jusqu'à présent. Religion du monde, Geneviève Delrue.
Grishka, ce titre est quand même assez, j'allais dire, péremptoire, la fin du hasard. Vous auriez pu, par exemple, écrire vers la fin du hasard. Est-ce que, quand on est scientifique, finalement, on a une sorte d'intuition et on part de cette intuition pour prouver cette intuition, ou bien est-ce que là, réellement, il y a toute une série de travaux qui vont vers cette conclusion? D'abord, l'intuition, c'est vrai qu'elle joue un rôle dominant en science. Comme Einstein le disait, ce qui compte en science, c'est davantage l'imagination que les connaissances. Donc nous nous sommes appuyés sur ce que nous avons ressenti, mais aussi sur nos propres conclusions, notamment à la faveur de nos travaux, moi en mathématiques, Igor en physique théorique, autour de ce grand mystère qu'est la naissance de l'univers. Et nous avons observé des choses au niveau du Big Bang, et peut-être même avant le Big Bang, qui nous ont conduits à réfléchir en profondeur sur cette notion de hasard. La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir si, au moment du Big Bang, les choses sont organisées par quelque chose qu'on pourrait appeler un déterminisme supérieur, ou au contraire, est-ce que c'est le hasard qui permet à l'univers d'apparaître? Donc, le chaos. Et en définitive, notre réponse, je dirais qu'elle a émergé à la fois, bien sûr, de notre intuition dont je parlais tout à l'heure, mais aussi et surtout de l'observation, pas seulement de nos propres conclusions, mais aussi de celles de tous les physiciens et toutes les recherches qui ont convergé et qui montrent absolument, clairement, que l'univers, au moment du Big Bang, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, on sait maintenant, Geneviève, le chiffre exact, eh bien, n'est pas né par hasard. Tout est très organisé au moment du Big Bang. Je vous donne juste un petit exemple. J'ai devant moi un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, il y a, comme vous le savez, de l'hydrogène. La formule de l'eau est très connue, H2O. Et dans ces atomes d'hydrogène, il y a forcément, c'est le plus simple des corps, mais aussi le plus abondant, ce qu'on appelle des noyaux. Or, la grande nouvelle que je partage avec ceux qui nous écoutent en ce moment à l'autre bout du monde, eh bien, la grande nouvelle, c'est que tous les atomes d'hydrogène qui contiennent donc des noyaux, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène ont été créés, c'est-à-dire engendrés, fabriqués, dans les 3 premières minutes de vie de l'univers, les 3 premières minutes juste après le Big Bang. Et plus jamais après. C'est ce qu'on appelle donc la synthèse des éléments légers, la nucléosynthèse. Eh bien, pourquoi est-ce que ça s'est produit dans ces 3 premières minutes? Eh bien, parce que les lois qui ont encadré l'évolution de cette matière primordiale, eh bien, elles étaient terriblement organisées à ce moment-là. Et on peut le dire, pas par le hasard. Il a fallu que le réglage soit extrême pour qu'en 3 minutes, on fabrique près de 90% de la masse de l'univers. C'est inouï. Ça donne quand même des pistes qui nous engagent à réfléchir et qui nous amènent à conclure. Finalement, non, ce n'est pas le hasard qui a permis ça. Bien sûr que non. Et la deuxième conclusion qui apparaît, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle les grands paramètres cosmologiques, quand on regarde les grandes constantes, les nombres purs qui régnaient à cette époque-là, eh bien on se rend compte que leur équilibre est absolument miraculeux. Qu'appelez-vous un nombre pur? Un nombre pur, c'est un nombre qui ne dépend d'aucune unité de mesure. Prenons par exemple le nombre pi. Le nombre pi, vous le connaissez, hein. Quand on dit pi, eh bien, on pense à un cercle, et on sait que c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. Quoi de plus évident pour nous qui, dès l'âge de 6-7 ans, commençons à faire des petits cercles et puis à dire, ben voilà, c'est pi, c'est 3,14. Pi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup plus évidemment que ce que je viens d'en dire dans la définition. C'est un nombre pur, mais c'est aussi un des plus grands, enfin, des nombres les plus mystérieux, du plus grand mystère de l'arithmétique, des mathématiques et puis même au-delà. C'est la clé? C'est la clé? C'est une des clés. C'est une des clés. Pourquoi? Je vais dire 3 choses qui caractérisent le nombre pi. La première, c'est que ce nombre, on a l'impression que 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc., on a l'impression que ça se déroule au hasard, toutes ces décimales. Il y en a une infinité, hein. Donc ça s'arrête jamais. Eh bien non, ça ne se déroule pas au hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule, ce qu'on appelle un algorithme, qui permet de calculer pi de manière exacte. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliards, en fait 10 000 milliards de décimales calculées après la virgule. Donc on sait que c'est quelque chose d'exact. Mais
Quand on se pose la question, Geneviève, et j'invite ceux qui nous écoutent en ce moment à se la poser, cette question, parce qu'elle est fascinante. Vous avez par exemple un œuf qui apparaît au rang 1000, et puis un autre qui apparaît beaucoup plus loin. Pourquoi un œuf? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être un 8 ou un 7? Eh bien, on sait que si c'était, aujourd'hui on a fait des calculs et des simulations, on sait que si, même au rang 1 milliard, on remplace un chiffre par un autre, non seulement pi est détruit, donc il n'existe plus en tant que tel, mais au-delà, l'univers tout entier est détruit. Pourquoi? Parce que, en fait, on le voit dans les formules de physique théorique, on le voit partout, pi est présent dans tout le monde physique. Évidemment, il organise des formes qu'on appelle, des formes géométriques, qu'on appelle des cercles, ou bien des sphères, et pas seulement des sphères à 2 dimensions, comme le ballon de football, mais également, ou comme la Terre, mais également des sphères à 3 dimensions et au-delà. Et comme il est probable que notre univers est une sphère à 3 dimensions, pi joue un rôle fondamental, et même fondateur. Et à partir de ce moment évident de croisement entre pi, nombre pur, et l'univers et la matière physique sur laquelle repose l'univers, à partir du moment où il y a une destruction de pi en tant que être mathématique, eh bien l'être physique, qu'est l'univers, disparaît aussi. Mais moi je voudrais juste rajouter quelque chose à propos de pi, qui est absolument fascinant. C'est que, et j'invite Geneviève, ceux qui nous écoutent à l'autre bout du monde, ils entendent un ordinateur, qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes. Il existe, on le sait, des calculateurs de pi sur Internet, on le trouve facilement. Et là, faites l'expérience vous-même. Vous allez retrouver au 10 millième, au 30 millième, au 100 millième rang peut-être votre date de naissance, celui de vos enfants. Mais vous allez retrouver des séquences de chiffres encore beaucoup plus complexes. Votre numéro de sécurité sociale, par exemple, en entier. En réalité, si on va suffisamment loin dans les profondeurs de pi, mais on peut y retrouver, par exemple, la 4e cantate de Bach en entier, comme ça, numérisée sous forme de chiffres. Et c'est cela qui est fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, pi, quand Grishka parle d'un nombre univers, il en a donné une définition qui est mathématique, qui est abstraite, mais bien que dans pi, il y a l'univers tout entier, puisque on va y retrouver, par exemple, la fin du hasard et quelque part dans ce qui est extraordinaire, c'est que cette fin du hasard, ce livre qui peut être numérisé, ça peut être, on peut dire, ramené à des 0 et des 1, des chiffres, des nombres. Eh bien, ce livre-là, bien sûr, il est dans pi. Ça, c'est absolument certain. Tous les mathématiciens le confirmeront. Mais il l'était déjà il y a très longtemps. C'est-à-dire que bien avant que le livre apparaisse, il était déjà présent dans pi. Ce qui, quand même, c'est assez extraordinaire. Alors, est-ce que cela veut dire pour autant que Dieu est mathématicien, Igor? C'est ce que disait Paul Dirac. Paul Dirac, vous savez, le célèbre physicien, prix Nobel, l'un de ceux qui a très très profondément contribué à l'évolution de la physique. Il disait, si Dieu existe, il est mathématicien, et il est très 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 intelligent. Donc, autrement dit, en effet, on peut établir ce qu'a fait Paul Dirac, puis d'autres scientifiques, une carte d'identité comme ça de ce grand horloger dont parlait Voltaire. Nous n'allons pas évidemment jusque-là parce que nous n'avons pas cette prétention est un mot peut-être un petit peu fort. Enfin, en tout cas, nous sommes humbles face à cette cause qui serait à l'origine de toutes les causes, n'est-ce pas? Et nous nous contentons de voir en creux que il est indéniable qu'il existe un ordre et que cet ordre-là ne peut pas être généré par le hasard. Au fond, de ce point de vue-là, nous retrouvons bien avant nous d'autres penseurs, d'autres scientifiques, en particulier par exemple Einstein, qui pensent la même chose que nous. Einstein, en 1933, envoie une lettre à son vieil ami, le physicien Bessot. Il lui dit la chose suivante. Il lui dit, l'idée
que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses détails innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle, est pour moi aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient au sol dans l'ordre du dictionnaire. Voilà. Ah oui, c'est assez extraordinaire. Grishka, oui. Le même Einstein, puisqu'on parle justement de cette Alors, vous cause pensez comme première. Einstein ou Einstein pense comme vous? Non, c'est plutôt l'inverse. Je vous taquine, là. Il est venu, effectivement, peut-être parce que précisément, il a été au bout de quelque chose, d'une intuition phénoménale. Par exemple, en 1900, on le raconte dans La pensée de Dieu, hein, oui. en 1921, il est professeur donc à l'université de Berlin, et une de ses élèves, qui s'appelle Esther Salaman, qui est très douée, qui est en doctorat avec lui, donc lui pose la question, il lui dit: mais maître, qu'est-ce que vous cherchez finalement dans vos équations? Et il répond: je ne suis pas intéressé par les détails de la matière. Ce que je veux comprendre, c'est comment Dieu, il insiste sur ce mot, hein, comment Dieu a créé l'univers. Je veux comprendre la pensée de Dieu. Ça, c'est une très grande puissance. Et quand, en 1936, on le répète souvent, un enfant qui a 11 ans se plante en face de lui, il est à Princeton. À cette époque-là, il a donc émigré pour échapper à la barbarie nazie. Il est donc à l'université de Princeton, et là, cet enfant de 11 ans, qui voit Einstein et qui le reconnaît, parce que Einstein est connu dans le monde entier, avec sa moustache célèbre et puis ses cheveux en broussailles, il le voit, il lui dit: mais maître, dites-moi, donnez-moi la réponse, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et à ce moment-là, l'enfant est un petit peu en attente. Einstein, lui aussi, est en attente de sa propre réponse, puis finalement il dit: je vais pas te répondre tout de suite, je vais t'envoyer une lettre. Et 10 jours après, l'enfant reçoit une lettre. Et sur cette lettre, de la belle écriture d'Einstein, il y a écrit ceci: tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc il avait dit quelque chose d'une beauté, évidemment, on pourrait parler de l'esthétique de sa pensée, mais aussi d'une profondeur métaphysique, pour parler comme Platon, eh bien, qui est, je dirais, irréversible. C'est-à-dire qu'à partir il y a eu un avant cette phrase, et puis il y a un après. Et nous-mêmes, nous ressentons évidemment cet après avec force, parce que la science, aujourd'hui, eh bien, nous pousse à nous poser les mêmes questions que lui, et à y répondre dans le même sens. C'est pour ça que nous avons une admiration profonde pour Einstein, qui a été loin dans ses conclusions. Alors, Einstein qui disait donc que Dieu ne joue pas au dé, mais qui disait également le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, c'est bien cela? Oui. Il a vraiment dit ça, ou on lui prête cette phrase? Non, il y a d'autres oui. écrivains, parce qu'il y a plusieurs écrivains qui ont dit à peu près la même chose. Il y a même un proverbe arabe qui dit cela. Donc, Einstein a été de ceux qui ont repris cette même idée. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers repose sur des lois, et que ces lois sont identifiées par, disons, un certain nombre de phénomènes qui nous apparaissent, auxquels nous prêtons le visage du hasard, mais qui sont autre chose. Alors, on va poursuivre justement sur ces phénomènes après le flash. Restez à l'écoute de RFI. Religion du monde, Geneviève Delrue. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. L'univers est-il le fruit du hasard ou son organisation prouve-t-elle le contraire? C'est la question du jour de Religion du monde avec Igor et Grishka Bogdanov qui viennent de publier chez Grasset La fin du hasard. Alors, au début de cette émission, je parlais de saga pour ce livre. La fin du hasard,
Saga parce que le XXe siècle a été marqué par un véritable combat entre les tenants, entre ceux qui pensaient qu'effectivement le hasard existait, puis ceux qui au contraire combattaient cette idée du hasard. Ce hasard, ce combat a eu des héros et puis des victimes aussi. Oui, absolument. Et nous le racontons dans notre livre. Enfin, nous racontons un petit peu ce que vous venez de dire, Geneviève. Cela comme une histoire et comme une série de moments, de retournements, d'aventures, de rebondissements. Il y a beaucoup de suspense pour savoir évidemment qui va gagner. Parce que le combat est très marqué et même féroce entre ces deux positions. Le pôle de ceux qui croient que tout est hasard et puis le pôle de ceux qui pensent qu'au contraire, il y a un ordre. Alors est-ce que c'est idéologique précisément ? C'est un effet idéologique et on s'en rend compte quand on regarde le début de cet affrontement, de ce combat féroce. Ce début, il faut le situer au début du XXe siècle, quelque part à partir de 1905-1910, au moment justement où Einstein émerge, avec la relativité restreinte d'abord en 1905, quand il publie, il a 26 ans à cette époque-là, il n'est pas connu du tout, mais bon, il permet de saisir la réalité sous un jour complètement différent, qui commence à amener certains scientifiques à réfléchir. Mais, au fond, on n'est pas encore entré dans le combat de manière frontale. On y rentrera à partir des années 20, et en particulier de 1922. Alors pourquoi 1922 ? Eh bien parce que, à cette époque-là, un mathématicien absolument génial, qui n'est pas très connu, et qui pourtant a laissé son nom dans la théorie du Big Bang, il s'appelle Alexandre Friedmann, il est météorologue, et il travaille donc à Petrograd, c'est comme ça que ça s'appelait, donc c'était anciennement Saint-Pétersbourg, et c'est devenu Petrograd, donc il est au fond de la Russie. Et il découvre les équations magnifiques d'Einstein, de la relativité générale, que Einstein donc a complété à partir de 1900, il complète la relativité restreinte. En 1916, il publie donc la relativité générale et ses fameuses équations. Et quand il découvre ces équations, Friedmann, en tant que mathématicien vraiment doté d'un talent extraordinaire, découvre que finalement Einstein a un petit peu triché avec ses équations, qu'il a introduit un terme qu'on appelle la constante cosmologique et qui va forcer l'univers à rester fixe. En réalité, ce n'est pas la bonne solution, dit Friedmann. Friedmann dit, la vraie solution, elle est dynamique. C'est-à-dire que si on ne met pas ce terme, cette fameuse constante cosmologique, eh bien l'univers, lui, il va évoluer. Il est en expansion. Il découvre donc l'expansion dans le calcul. Il essaie de convaincre Einstein. Einstein, au début, n'est pas convaincu, puis finalement, il va y arriver, au bout d'un certain nombre de mois d'affrontement. Mais attention, n'oublions pas que ça a des conséquences, ce qu'il dit. Parce que même si Einstein reconnaît, à partir de 1923, que Friedmann a raison, il ne faut pas oublier que Friedmann est en Russie, c'est-à-dire en Union soviétique. Dans cette Union soviétique de l'époque, qu'est-ce qu'il y a comme pensée dominante ? Il y a une pensée qui s'appelle le marxisme, et même, au-delà de cela, ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Athée aussi. Voilà, bien sûr. Matérialisme dialectique, ça veut dire que la matière règne en maître, qu'il n'y a rien d'autre, qui va évidemment ne pas accepter cette idée que l'univers puisse avoir une origine. Parce que ça veut dire que la matière elle-même n'est pas éternelle. Or, évidemment, les grands penseurs, donc après Marx, Engels, les grands penseurs de ce qu'on appelle le marxisme, c'est-à-dire le matérialisme dialectique, affirment évidemment que la matière, même si elle a des mutations successives, elle est éternelle. Elle n'a pas d'origine, elle n'aura jamais de fin. Et c'est évidemment ce concept maître que vont récupérer d'abord Lénine, puis Staline, et chacun va y aller évidemment de son traité sur le matérialisme dialectique et sur l'éternité de la matière. Friedmann, à cette époque, donc, est en face d'un bloc, une espèce de mur vertical qui est celui de cette idéologie marxiste hyper puissante, qui a engendré donc le soviétisme tel qu'on le connaît à partir du début des années 20. Mais heureusement, il n'est pas complètement seul. Il a des élèves à l'université de Petrograd. Et notamment, il a 4 personnages qui sont brillantissimes, qui ont tous entre 16 ans et 18 ans. Les 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires, qui en 1922, 23, s'inscrivent donc en tant que chercheurs brillants en physique théorique à l'université de Petrograd et deviennent donc les élèves de Friedmann, qui lui, en tant que mathématicien, eh bien, il propage ses idées. Alors, qui sont ces 4 grands personnages ? L'un s'appelle Gamow,
C'est l'élève le plus, on va dire, immédiatement connecté à Friedman, qu'il admire énormément. Il est né à Odessa en 1904 et il vient de s'inscrire, il a 18 ans. Le second s'appelle Landau, Lev Landau. C'est un personnage brillantissime parce que à 13 ans, il a eu son bac quand même. Hein. Donc, c'est que il est entré à l'université par dérogation très spéciale, d'abord en auditeur libre, puis ensuite il a suivi les cours de Friedman lui aussi. Il avait 14-15 ans. 14-15 ans. Le troisième s'appelle Bronstein, comme son illustre, on va dire, c'est pas un parent, mais quelque part devancier, qui est donc, il s'appelle Matvei Bronstein, alors que l'autre s'appelle Léon Bronstein, et c'est donc devenu Trotsky, comme vous savez. Donc Bronstein, lui aussi, il a 17 ans. Et c'est un génie, parce que c'est lui qui va découvrir le premier ce mariage entre la théorie de l'infiniment grand et l'infiniment petit, qu'on appelle aujourd'hui la gravité quantique. C'est un des pionniers. Et puis le quatrième s'appelle Ivanenko, donc lui c'est aussi un physicien, et c'est quelqu'un qui, à 18 ans, a des intuitions de génie. Ils vont tous le prouver par la suite, mais ils vont tous être persécutés. Dont Bronstein. Dont Bronstein. Alors, rapidement le tableau, hein, entre 1923-24 et 1937-38, donc Lev Landau, lui, il va être déporté, condamné aux travaux forcés pendant 10 ans, donc déporté, etc. Le second sera également Ivanenko également déporté. Gamov, par contre, réussit à partir, lui. Alors, Gamov, lui, il réussit à partir, Dieu merci, en 33. Mais ça n'a pas été le cas pour Bronstein, qui, lui, est torturé et fusillé, donc entre fin 37 et début 38. C'est absolument terrifiant. Et pourquoi? Parce que ils ont osé affirmer que la matière n'est pas éternelle, et au-delà, ils ont osé également dire que cette matière est née à un moment de l'histoire ancienne, très ancienne, des milliards d'années dans le passé, comme Friedman le disait, leur maître, et que cette matière, eh bien, elle n'était pas née par hasard. Oui, c'est dramatique parce que nous sommes, Grishka et moi, penchés évidemment dans les archives sur le destin de ces 4 mousquetaires. En tant que Russes aussi. En tant que Russes, et on a été vraiment bouleversés par ce qui est arrivé d'abord à Bronstein. Il faut imaginer que ce garçon qui est brillant, qui a 30 ans, qui publie quelques mois avant un article absolument extraordinaire, qui jette les bases, comme l'a dit Grishka, de ce qu'on appelle la gravité quantique, c'est un génie. Et quand on voit que, avec une brutalité, une férocité absolument invraisemblable, à la Beria, quoi. Exactement, à la Beria, qui évidemment qui est derrière tout ça, avec Yezhov, tous ces gens-là qui sont évidemment les plus proches collaborateurs de Staline, parce que c'est quand même Staline qui va signer l'exécution de Bronstein à la prison de Spalernaya. Donc c'est quelque chose qui est absolument insoutenable, et on se dit comment un régime a-t-il pu, ancré dans des certitudes idéologiques aussi drastiques, mettre fin à la vie d'un homme qui, s'il avait vécu, comme l'a dit d'ailleurs Landau, qui le connaissait très bien, qui lui aura le prix Nobel, qui lui heureusement a survécu, par miracle, parce qu'il est quand même passé très très près. Il aurait pu mourir dans la prison dans laquelle on l'avait enfermé. Mais Landau a dit, on nous a privés d'un des meilleurs esprits, et qui sait aujourd'hui où serait notre pays si Bronstein avait pu survivre. Bref, tout cela parce que il défendait l'idée d'un monde qui était différent de ce que défendait la théorie marxiste et matérialiste. Et l'idéologie officielle. L'autre grand camp, Grishka, se trouve aux États-Unis. On peut dire qu'il y a 2 pôles à ce moment-là, la Russie, les États-Unis, et puis aussi quand même la Grande-Bretagne. Oui, et puis partiellement un petit peu la France. Un peu la France quand même aussi, oui. Malgré tout, avec des gens comme Langevin et d'autres. Non, en réalité, tout bascule quand même à partir de 1929. Pourquoi? Parce que, justement, en Amérique, et en particulier en Californie, au fameux mont Wilson, se trouve un observatoire absolument phénoménal. Je dis phénoménal parce que c'était le plus grand observatoire de l'époque, avec une lunette astronomique de quand même 2,54 m d'ouverture. Pour manipuler cette immense lunette, il y avait 2 hommes. D'un côté,
L'un s'appelle Hugh Mason, c'est un fantastique photographe. Il photographie les choses comme personne, les objets célestes. Et puis, ça a été quelqu'un qui a, de manière autodidacte, sans diplôme, sans rien, simplement parce qu'au départ, il était muletier, et donc il a aidé à construire ce fameux observatoire. Il a porté des poutres sur le dos, et puis il s'est fait remarquer par le deuxième homme, qui lui va laisser son nom dans l'histoire, qui s'appelle Edwin Hubble. Hubble, il aurait dû au départ être avocat, c'est ce que son père voulait. Il a commencé quand même, il a commencé à examiner des dossiers de chapardage dans les magasins de l'époque, quelque part dans le Far West, et puis des divorces mal vécus. Il dit c'est pas possible, c'est pas moi, je peux pas. Et donc il a vite tourné la page, et il s'est ancré dans l'astronomie. Il dit je vais devenir astronome. Et il est devenu astronome, et il est devenu responsable titulaire évidemment de ce fameux observatoire du Mont Wilson. Ça c'est très américain, ça. Très américain, oui. Très américain. Tout d'un coup, hop, on change. Et finalement, comme quoi le hasard, là, n'avait pas vous le reconnaissez, là, vous le reconnaissez, oui, pourquoi? Parce que, justement, il a pris son destin en main. La bonne nouvelle qu'on essaie d'apporter dans ce livre, c'est que chacun de nous pouvons prendre notre destin en main. Oui, c'était pas son destin d'être, en effet, avocat ou juriste. Non, il devait être autre chose. Il devait être astronome. Et c'est devenu l'un des plus grands astronomes de l'histoire. En 1929, qu'est-ce qu'il fait? Il observe que les galaxies que l'on croyait fixes jusqu'alors, il les avait découvertes lui-même en 25. Il avait vu que, au-delà de notre Voie lactée, il y avait d'autres galaxies. Ça, c'était en 25. Mais 4 ans plus tard, il le démontre comment? Pas par le calcul. Il le démontre par l'observation, par les photographies justement prises par ce magnifique photographe qui était Hugh Mason. Eh bien, il arrive à montrer comme ça que l'univers est en expansion. C'est-à-dire que les galaxies sont en fuite les unes par rapport aux autres. C'est un coup de tonnerre. Parce que jusque-là, Einstein lui-même avait été persuadé que l'univers était fixe, et tous les savants de l'époque, en col cassé et en chapeau haute forme à l'époque, pensaient que l'univers était fixe. Eh bien, pas du tout, il n'est pas fixe. Il est en évolution, il est en mouvement, comme l'avait pensé, évidemment, et prédit dans le calcul le génial Alexander Friedman, comme l'avait dit aussi d'ailleurs l'abbé Lemaître. L'abbé Lemaître, en 1927, publie aussi sa propre vision de l'univers avec l'atome primitif qui aurait été à l'origine donc de cette explosion qui ensuite a permis la matière de s'étendre, d'entrer en expansion. Donc, nous sommes là en 1929 à un retournement. Et ce retournement, il va être mis à profit évidemment par cet observateur extrêmement aigu qu'était Gamow, qui se dit ça se joue là-bas. Je vais pas rester enfermé dans un monde malgré tous les honneurs qu'on y a fait, parce que à un moment on a dit on a le choix, dit le pouvoir soviétique de l'époque dans les années 30, soit on le fusille, ou on l'envoie dans des camps pour toujours, soit on lui donne les honneurs que, au fond, on devrait lui donner. Donc, du coup, il devient le plus jeune, il a à peine 28 ans, il devient le plus jeune membre de l'Académie des sciences de l'histoire. Il avait essayé de s'enfuir, quand même. C'est plus tard, parce qu'en fait, il va être, à partir de 1931, la situation change complètement en Union soviétique. C'est-à-dire qu'en fait, il est victime, comme tous ses camarades, d'un durcissement. Quand il demande un visa, par exemple, pour aller à l'étranger, pour se rendre dans les congrès scientifiques qui ont lieu en Belgique ou ailleurs, on lui refuse, on lui dit mais non, pas question, vous restez là. Et à partir de là, il se dit mais enfin, que se passe-t-il? Petit à petit, la situation devient de moins en moins vivable et à un moment donné, il écrit d'ailleurs à Landau, écoute, j'ai le sentiment que notre pays est en train de devenir fou et je ne compte pas rester plus longtemps dans un pays dans lequel je ne me reconnais plus. C'est vrai que à l'époque, c'était assez extraordinaire et spectaculaire. Staline, qu'il appelait le camarade Staline, donc lui-même, par dérision, Staline avait décrété qu'on devait maintenant séparer la science en deux camps. Il y avait, selon Staline, le camp de ce qu'il appelait la science prolétarienne, la science du peuple, celle qui détient évidemment la vérité, qui sait que la matière est éternelle et qui sait que tout est lié au hasard. Puis, il y a la science capitaliste. Celle-là, la science des possédants, des riches, etc. Enfin bon, cette science capitaliste, elle décrète que la matière n'est pas éternelle et que il y a finalement autre chose que le hasard et qu'il y a un ordre sous-jacent. Voilà, et que Dieu peut-être existe et tout ça, c'est intolérable pour Staline. Et donc, évidemment, il interdit. C'est pour ça qu'Igor le disait tout à l'heure. À partir de ce moment-là, il interdit tout simplement aux scientifiques prolétariens de rencontrer les scientifiques capitalistes. Tout ça entre guillemets, parce que c'est tellement caricatural que finalement, Gamow dit mais ce n'est pas possible, je vis dans un pays qui est dément. Comment peut-on aujourd'hui segmenter la science comme ça? Et en 1933, après 2 tentatives, il va... En canoë-kayak.
Oui, notamment quand dans les eaux froides, quand absolument. même. Hein. Ça, il veut joindre à partir effectivement de la Crimée. Il s'est dit, on peut peut-être passer. Il y a que 250 kilomètres jusqu'aux côtes turques. On va essayer. Et il a essayé effectivement avec son épouse. Eh bien, il a quasiment fait naufrage. Il a été rejeté vers les côtes russes. Et là, par miracle, il a échappé de nouveau à la prison. Et heureusement, il arrive. Ce miracle, lui, finalement arrive. Mais c'est un autre miracle qui, grâce à Molotov, qui était un des personnages les plus avisés quand même de l'époque, eh bien, il arrive à sortir avec un visa pour aller au fameux congrès Solvay de l'époque à Bruxelles, et il ne reviendra plus jamais en Russie. Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Grishka et Igor Bogdanov pour leur livre La fin du hasard, publié aux éditions Grasset. Quelles vont être, si je puis dire, Igor Bogdanov, les grandes révolutions autres que celles que vous venez de décrire au XXe siècle? C'est le Big Bang? C'est essentiellement, le Big Bang en ce qui nous concerne, évidemment, c'est la théorie que nous connaissons le mieux. On voit bien qu'en 1948, grâce aux travaux de Gamow, qui a réussi donc à s'implanter à l'université de Washington et donc à faire des recherches, là, il va publier un article le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, c'est un article absolument retentissant parce que c'est là qu'il va poser la première pierre, si on peut dire, d'un des piliers fondamentaux du Big Bang, qui est ce qu'on appelle la nucléosynthèse ou la formation des éléments légers, puisqu'il va décrire de façon très très précise ce qui s'est passé pendant la première minute d'existence de l'univers. Bon, à partir de là, il y aura d'autres découvertes fondamentales. En 64, on sait que Penzias et Wilson vont entendre ce fameux rayonnement qui a été prédit par Gamow, parce que dans son article de 48, Gamow dit, s'il y a eu une explosion, elle a forcément laissé une trace. Et cette trace, on va l'entendre. Et en effet, cette trace va être écoutée, entendu par Penzias et Wilson en 64. Ils auront d'ailleurs le prix Nobel en 1978 avec Kapitsa. Et Victor Kapitsa, c'est quand même quelqu'un de très important parce que c'est lui qui est resté en Russie et qui a réussi à faire en sorte que Landau ne soit pas ni fusillé, ni déporté à vie, et qu'il ne meure pas au fond d'un camp. C'est lui qui l'a finalement rattrapé pour lui dire attention, il a dit au camarade Staline, il faut quand même protéger l'existence de oui, alors c'est là justement qu'on assiste à ce fabuleux retournement. Le retournement, il date de ces époques-là. 48, c'est une borne, et puis 64, ça en est une deuxième. C'est inouï. On découvre le rayonnement fossile. On découvre que finalement le Big Bang a eu lieu puisqu'on l'entend. C'est comme s'il y avait un écho. Oui, cet écho, il a été découvert. On l'entend ou on le voit? Les deux. Alors, on va le voir, évidemment, parce que justement, on va rajouter d'autres bornes, Geneviève. Ce qui se passe, c'est que en 1989, donc, on se dit, si, puisqu'il y a un écho, mais en effet, ça a dû laisser, c'est un flot d'ondes électromagnétiques, ça a dû laisser une trace visible. On va essayer de voir. Et en 89, donc, est lancé par la NASA, sous la direction de deux jeunes physiciens, l'un s'appelle George Smoot et l'autre s'appelle donc John Matter. On va essayer de photographier. Et grâce à un satellite qui s'appelle COBE, on photographie. Et en 1992, on a les résultats de 3 ans d'exploration en fait, et ces résultats sont étonnants. Parce qu'on voit une sorte d'image d'abord qui est assez bouleversante de l'univers tel qu'il était, tel qu'il a émergé juste 380 000 ans après le Big Bang. C'est l'image du bébé univers. Et quand, en avril 92, Smoot montre ces images bouleversantes à la communauté scientifique, c'est les membres de la Société américaine de physique qui sont là, il y a des centaines de personnes, il est saisi d'une émotion absolument indicible, extraordinaire. Et il dit, comme ça, ces images, elles sont tellement belles que c'est comme voir le visage de Dieu. C'est pour ça que nous avons donné ce titre à l'un de nos ouvrages, Le visage de Dieu, parce que c'est évidemment étonnant. On a interrogé Smoot par la suite. On a essayé de comprendre pourquoi il a dit ça. Il dit, je n'ai pas trouvé de meilleure image. Ça m'a attiré évidemment beaucoup d'ennuis. Je savais à l'époque que je prenais un risque, mais je l'ai pris parce que c'est vrai que j'ai constaté que ces images témoignaient d'un ordre, d'une harmonie, d'une beauté qui ne pouvait pas être traduite autrement que à travers l'image que j'ai choisie. Oui, alors on pourra aussi vous rétorquer que Dieu, c'est le nom qu'on donne à ce que l'on ne sait pas expliquer.
Igor. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, la plupart des scientifiques qui ont, entre guillemets, approché cette idée d'une transcendance ou d'un principe organisateur à l'origine de l'origine, eh bien, ils le voient en creux. Ils le voient en creux dans quoi? Dans tous les phénomènes de la nature. Parce que quand on s'enfonce suffisamment loin dans les lois de la nature, on s'est dit, il y a des lois, certes, mais il y a aussi l'esprit des lois. C'est ce fameux esprit dont parlait Einstein au moment où il dit que cet esprit se reflète dans toutes les lois de l'univers. Eh bien, c'est ce que voit le physicien. Et à partir de là, ne peut plus, si on peut dire, faire l'économie de quelque chose qui serait à l'origine, à la fois de tous les phénomènes qu'il constate, mais aussi des lois qui sont sous-jacentes à l'organisation du monde. Tout est encodé. Oui, voilà, c'est ça. Comme le disait Poincaré, l'univers ne peut pas se dérober aux lois qui le gouvernent. Et on peut, puisqu'on cite Einstein, c'est très important à mon avis de revenir en 1931, la découverte qui a été faite par un mathématicien de génie qui s'appelle Kurt Gödel, qui a suivi un petit peu la trajectoire parallèle d'Einstein, puisque dans les années 30, il va partir lui aussi après l'Anschluss, puisqu'il était autrichien, donc il part après l'absorption de l'Autriche par le régime nazi, et il va rejoindre Einstein, donc à Princeton, et ils vont devenir pratiquement inséparables. Or, en 1931, ce tout jeune mathématicien publie un théorème qui porte son nom aujourd'hui, qui est un des plus importants de toute l'histoire des mathématiques et qui va révolutionner évidemment bien des disciplines, pas seulement les mathématiques et la physique, mais aussi d'autres disciplines, notamment par exemple les sciences économiques. Et que se passe-t-il dans ce théorème? Il dit que tout système logique est nécessairement incomplet. Ça veut dire que sa cause se trouve à l'extérieur de lui, mais en plus n'est pas de la même nature. C'est la théorie de l'incomplétude. C'est la théorie de l'incomplétude, exactement. Et aussi de l'inconnaissable, parce que ça veut dire aussi que tout n'est pas connaissable. Mais c'est prouvé mathématiquement, alors que Hilbert, qui était le maître de l'école de Göttingen, la plus grande école de mathématiques du monde pendant pratiquement un demi-siècle, eh bien Hilbert pensait le contraire. Il pensait que tout était possiblement connaissable, qu'on allait savoir, qu'on voulait savoir et qu'on devait savoir. Vous voulez dire, ça fait partie des lois de pas connaître. Oui, alors maintenant, on sait, grâce au théorème de Gödel, qu'il y a des choses qu'on ne connaîtra jamais, qui sont vraies, mais qu'on ne pourra jamais prouver. C'est extraordinaire. Et puis alors, d'autre part, il dit aussi donc que un système logique est nécessairement incomplet si on le rapporte à l'univers. Ça veut dire que l'univers, qui est évidemment un système logique, sinon on ne serait pas dans ce studio en train de parler avec beaucoup de logique, puisque l'univers est un système logique, ça veut dire que sa cause se trouve à l'extérieur de lui, qui est transcendante à lui en somme, n'est pas de nature comparable à l'univers lui-même. C'est-à-dire cette cause, puisque l'univers est temporel, matériel, sa cause est immatérielle et atemporelle. On est tout près de ce que l'on appelle évidemment Dieu. L'avant Big Bang, maintenant, c'est le nouveau domaine depuis quelques décennies de recherche. Geschke et moi, nous avons été les premiers à oser, parce qu'il fallait un certain courage à cette époque-là, compte tenu de l'hostilité quand même très très marquée de la communauté des astrophysiciens. Vous avez reçu des coups un petit peu, voilà. Oui, on a reçu des coups à cause de ça, parce que on a entrouvert la porte justement de l'avant Big Bang. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site de l'ESA, par exemple, vous vous intéressez au satellite Planck, vous regardez, eh bien vous avez maintenant une rubrique qui s'appelle Avant le Big Bang. Je pense que c'était impensable avant que Geschke et moi nous ayons été explorer un petit peu cette région. Alors, dans l'avant Big Bang, nous y avons vu justement les lois et les fameux nombres purs, les paramètres cosmologiques qui sont à l'œuvre. Et ça nous a fait dire une chose très très simple, c'est que tout comme les êtres vivants sont tous précédés par une information qu'on va appeler le code génétique, et bien l'univers tout entier est lui aussi précédé d'une information qui est une essence mathématique qu'on va appeler le code cosmologique, qui détermine tous les événements qui vont permettre au scénario cosmologique de conduire jusqu'à l'existence d'un univers organisé tel que nous l'observons aujourd'hui. Et avant le Big Bang, c'est aussi la révélation, si j'ai bien compris, du non-espace, du non-temps. Oui, il y a plus de temps. oui, bien sûr. C'est très angoissant tout ça, non? Non, c'est une information. C'est une information. Une information ne vit pas dans le temps et dans l'espace, Oui. elle est délocalisée. C'est le fameux nuage, vous savez, quand j'envoie avec mon iPhone une photo, je l'envoie dans le nuage. Oui. Elle est dans le temps imaginaire. Eh bien, c'est la même chose. L'univers, avant le Big Bang, est dans le temps imaginaire. Donc, c'est une information pure qui ne vit pas dans le temps ni dans l'espace. Elle est ailleurs et puis elle apparaît dans le temps et dans l'espace au moment du Big Bang. Mais c'est quand même très intuitif. Et j'ai envie de dire que c'est une très bonne nouvelle, ça, après tout. Parce que si on constate que l'univers, et tout le monde le constate, tous les physiciens, qu'ils soient matérialistes ou pas, ils sont réduits aux mêmes conclusions. La conclusion, c'est que la matière, l'espace et le temps naissent au moment du Big Bang. Donc la matière apparaît à ce moment-là. Sauf que, il faut bien que ceux qui nous écoutent se représentent cela. Ce moment qu'on appelle le moment du Big Bang, qui a été déterminé et calculé par d'autres évidemment que par nous et depuis longtemps, s'appelle le temps de Planck.
Or, ce temps de Planck, c'est une fraction de seconde, mais c'est pas le temps zéro. C'est pour ça que dans nos thèses de doctorat dont Igor parlait tout à l'heure, dans les années 90, on s'est dit, mais puisque c'est pas l'instant zéro, il faut remonter avant ce fameux temps de Planck, avant le Big Bang. Et là, il y a autre chose. Alors, le temps tel qu'on le connaît aujourd'hui, quand on le mesure sur nos montres, eh bien, il n'existe plus. À cette époque-là, il devient complexe, il s'enrichit, il se déforme, c'est plus le même temps. Évidemment, il faut le comprendre et l'accepter. Mais une fois qu'on a accepté ça, eh bien, on en arrive à la conclusion qu'il y a un point, qui est un point qu'on appelle la singularité initiale dans le langage des mathématiciens. Ce point, il ne vit pas dans le temps réel, mais il vit dans ce que l'on appelle en mathématiques le temps imaginaire, c'est-à-dire un temps mesuré par des nombres imaginaires. Ce sont des nombres dont le carré est toujours négatif pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques. Eh bien, ce temps imaginaire, il est la variable conjuguée de ce qu'on appelle l'information. Et là apparaît la bonne nouvelle. C'est que finalement, la matière, elle est précédée par quelque chose que, en science, on appelle l'information. Mais attention, à quoi vous fait penser l'information, vous qui nous écoutez? C'est l'esprit. C'est quelque chose qui est sans matière, qui est immatériel. L'espace et le temps n'y jouent aucun rôle. Les particules élémentaires non plus. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle donc de l'information, c'est-à-dire de l'immatériel. Les métaphysiciens pourront appeler ça de l'esprit. Ça pourrait être la vie éternelle? Ah oui, l'éternité, évidemment, appartient à ce temps-là, parce que le temps imaginaire, lui, ne s'écoule pas. Il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. D'ailleurs, c'est ce que disait Platon dans une très belle phrase. Le temps, c'est l'image mobile de l'éternité immobile. Merci Grishka, merci Igor Bogdanov. Je rappelle le titre de votre livre, La fin du hasard, et c'est publié chez Grasset. Fin de Religion du Monde, présenté par Geneviève Delrues et réalisé par Cécile Bonissi. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.